visiteurs dans cette salle numéro 2 tout au long de la journée. Une salle numéro 2 qui accueillera 5 workshops et talks aujourd'hui, tout aussi passionnants les uns que les autres, avec divers sujets, des sujets d'ailleurs très variés, en passant par les mails, par la présence réseaux sociaux notamment. Vous aurez bien sûr l'occasion, et on le rappelle à chaque fois que vous êtes avec nous, de poser vos questions. Donc nous vous y invitons bien évidemment. Vous pouvez le faire en accédant à l'espace de chat dédié dans les outils qui sont mis à votre disposition. N'hésitez donc pas, je me ferai bien sûr un plaisir de les poser à nos intervenants. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre journée puisque nous accusons déjà 2 petites minutes de retard. Je vais accueillir notre premier intervenant qui est le fondateur et dirigeant de MailSource, une agence spécialisée dans la délivrabilité des emails. Cet intervenant, c'est Pierre Pignot. Bonjour Pierre. Pierre, est-ce que vous êtes avec nous? Excusez-moi, j'entends absolument rien, Robin. Ah, Je sais pas on dirait que si vous pouvez Pierre m'entendre ne à nous présent, entend mais pas. Alors Pierre nous parle. je vous entends pas du tout. Ah, non. Alors visiblement, petit souci au niveau du son. J'imagine que ça va être réglé en régie dans les instants qui viennent. En tout cas, nous vous remercions d'être déjà avec nous aujourd'hui, bien sûr. Pierre qui ne nous entend pas. Pierre qui ne nous entend pas. Je vais faire un petit mail, un petit Ah, message. c'est bon. Robin, je t'entends. Voilà, ça devrait être réglé. Bonjour Pierre, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Par contre, nous n'entendons pas Pierre. Pourtant, normalement, mon C'est microphone pareil, devrait ça va être marcher. un souci qui sera réglé. Ah, ce sont les aléas du direct, évidemment. Lorsqu'on est en ligne, c'est pas toujours évident. C'est moins évident que quand on est dans une salle. Bon, écoutez, cette fois, on est en ligne, donc les choses vont être réglées techniquement parlant, bien sûr. Le backstage est là pour cela. En tous les cas, je le disais, ravi de vous accueillir aujourd'hui et d'être avec vous toute cette journée. Donc, 5 workshops et talks aujourd'hui, et notamment le sujet de ce premier workshop est booster le ROI de vos emails et toucher vos clients. C'est un FAQ emailing en fait, concernant également les spams et la délivrabilité, qui est la spécialité de Pierre, qui peut-être nous entend, mais ne peut pas nous parler. Pierre, essayez de me dire quelque chose pour Je voir. vous entends. Ah, Je ça y vous est, entends ça y correctement. est. Ça y est? Et on vous entend Bon, correctement parfait. également, Pierre. Ça y est, Super. on peut y aller. D'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui, Pierre. Ben, je vous en prie. Vous êtes donc, je le disais, le fondateur de MailSource, une agence spécialisée dans la délivrabilité des emails. Vous en êtes également le dirigeant. Est-ce que vous pouvez nous parler globalement de votre activité avant de démarrer votre présentation? Bien sûr, donc on est une agence de consulting en délivrabilité, on est basé à Lyon. On aide les entreprises qui envoient des emails à faire en sorte que leurs emails arrivent en boîte mail principale. On se concentre 100% sur le côté délivrabilité. On fait pas de marketing, on va pas faire de management de campagne. On met en place les bonnes pratiques dans votre infrastructure pour faire en sorte que tous vos emails arrivent en boîte mail principale. On travaille en France et on travaille aussi beaucoup à l'étranger. Entendu. Merci beaucoup. Pierre, vous nous avez préparé un workshop. Donc aujourd'hui, vous allez aborder les différents sujets qui sont l'essence de votre quotidien. On va ensuite pouvoir faire un certain nombre de questions et réponses. C'est pour cela que j'ai invité nos invités pardon, j'ai invité nos viewers, j'ai le terme anglais qui me vient, mais les personnes qui nous regardent à poser leurs questions dans le chat, que je vais regarder avec beaucoup d'attention. Je vais vous laisser dérouler votre présentation et dans un second temps, donc je prendrai du temps pour vous poser les questions du chat. Je vous laisse donc la parole et on vous écoute avec beaucoup d'attention. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous On voyez va la projeter, présentation? voilà, la présentation est Ah, projetée, c'est parti. super, super. Donc une chose que je voulais juste préciser, c'est que je crois que les questions sont par écrit. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions pendant la présentation. J'essaierai de les prendre à la fin. Comme ça, on peut directement attaquer avec vos cas de figure ou vos questions spécifiques, quoi. N'hésitez pas à les écrire pendant la présentation. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation sur
Pourquoi est-ce qu'on peut arriver en spam? Quelle stratégie mettre en place pour en sortir? Quels outils est-ce que vous, en tant qu'envoyeur d'email, vous pouvez utiliser pour évaluer votre situation actuelle et déjà prendre quelques initiatives et quelques actions pour régler les problèmes que vous avez? Et ensuite, une partie qui est très intéressante, la partie discussion. J'aimerais entendre si certaines personnes ont des problèmes actuels de délivrabilité ou des questions vraiment spécifiques. Le but de cette présentation, c'est pas qu'on parle de tout en détail, simplement on aborde, on va dire, les grandes lignes des éléments que vous devez avoir dans votre infrastructure pour avoir une bonne délivrabilité. Voilà. Donc, n'hésitez pas, toutes les questions sur le bienvenu. D'abord, on va juste rappeler quelques principes de base. Comment est-ce qu'on va dire on envoie un email de façon assez simplifiée. Donc, vous avez besoin de votre domaine d'envoi. Par exemple, on a pris l'exemple de @google.com. Vous avez aussi besoin d'un serveur SMTP, donc qui va vous donner une IP. Ce serveur SMTP, ça peut être des serveurs qu'on va appeler corporate, comme G Suite, Office 365, Zoho. Vous avez sans doute aussi entendu parler des SMTP comme Mailchimp, Sendinblue, Mailjet, SendGrid. Voilà, c'est plus ou moins la même chose. Certains ont des interfaces différentes, bien sûr, mais ils vous servent à vous donner l'IP et à connecter à votre domaine d'envoi pour que vous puissiez envoyer vos emails. Et donc, avoir une bonne délivrabilité, ça veut dire que les emails que vous allez envoyer seront reçus correctement en boîte mail principale de vos clients et vos destinataires. Voilà pour des basiques de l'envoi d'email. Pourquoi arrive-t-on en spam? Trois raisons, trois grandes familles de raisons, on va dire, qui vous poussent à arriver en spam. Votre infrastructure d'emailing, on va détailler exactement quels éléments de votre infrastructure peuvent vous conduire à arriver en spam et du coup, quoi mettre en place pour éviter ça. On va aussi discuter de votre comportement en tant qu'envoyeur et du comportement des destinataires de vos emails, qui est très très important. La dimension d'engagement de vos contacts est une notion qui est capitale dans la délivrabilité. Donc, on va aborder ça. On va aussi parler du contenu des emails. Quels sont les éléments de votre email qui peuvent devenir négatifs et vous conduire à arriver en spam. D'accord. Donc, premièrement, on parle toujours donc de l'infrastructure de vos emails. Vous devez avoir tous vos protocoles d'authentification corrects. On en a en général, on va dire 2 plus 1. On a l'enregistrement SPF qui vous permet de désigner quels sont les serveurs qui seront autorisés à envoyer des emails en votre nom. Vous avez l'enregistrement DKIM, qui est en général une sorte de code qui a recopié dans votre DNS qui permet d'authentifier que vous êtes bien le propriétaire du domaine. Et vous avez l'enregistrement des marques, on pourra en parler pendant vos questions, qui vous permet d'avoir un monitoring de la situation et d'éviter certaines situations difficiles comme le spoofing. Vos authentifications, vous devez prendre ça comme quand vous voyagez à l'étranger, vous allez d'un pays à l'autre, vous avez besoin de votre passeport, vous avez besoin de votre permis de conduire. C'est un peu la même chose pour votre email. Il va voyager d'un serveur à l'autre. On va vérifier de qui est-ce que cet email, quelle est l'origine de cet email. Et donc, du coup, vous allez signer votre email dans les en-têtes avec vos clés d'authentification. La deuxième, on va dire, le deuxième item dans votre infrastructure qui va compter pour votre arrivée en spam ou votre arrivée en boîte mail principale, ça va être tous les paramètres de réputation. Bon, je vais pas expliquer ce que c'est qu'une réputation, hein. Je pense qu'on est tous allés dans des hôtels ou des restaurants et puis en vérifiant un petit peu les notes des utilisateurs. C'est un peu la même chose dans votre cas. Vous allez avoir une réputation sur votre domaine, vous allez avoir une réputation sur votre IP. Ces deux métriques vont être influencées par votre comportement d'envoi, par le comportement des gens qui reçoivent votre email, par vos authentifications. C'est un agrégé de beaucoup de métriques et en fonction de votre réputation de domaine et votre réputation d'IP, les filtres spam vont prendre des décisions par rapport à votre placement en boîte mail principale ou pas.
À noter que vous pouvez avoir le cas d'IP partagé. Je pense que beaucoup d'entre vous, sans doute, envoient des emails à travers des IP partagés. Ce sont des IP qui sont partagés avec beaucoup de personnes qui envoient des emails en même temps. En général, vous avez environ 3000, 3500 personnes qui partagent une IP. Dans ce cas-là, la réputation de votre IP n'est pas uniquement due à vos actions, elle va être aussi due aux actions des gens dans votre, ce qu'on appelle une pool d'IP. Ensuite, discuter sur les sous-domaines d'envoi. Alors, pourquoi est-ce que les sous-domaines d'envoi influencent votre délivrabilité? En général, quand vous allez envoyer des emails, on va dire en masse, vous ne voulez pas le faire à travers votre domaine principal. On va utiliser dans ce cas-là des sous-domaines. Donc, j'ai mis l'exemple de ce que ça peut être un sous-domaine, email.calendly.com par exemple. Euh, Pourquoi est-ce qu'on utilise des sous-domaines? Deux raisons. Premièrement, parce que ça cloisonne la délivrabilité sur le sous-domaine. Imaginons que vous fassiez des envois marketing, un jour vous voulez réengager une base qui est un peu plus vieille que le reste de votre base de données, vous avez beaucoup de reports en spam, vous commencez à avoir des problèmes de délivrabilité. Très bien, le sous-domaine sera affecté, mais votre domaine principal, votre domaine corporate, celui avec lequel vous communiquez à vos clients, vos collaborateurs, lui ne sera pas affecté. Il va y avoir une sorte de séparation. La deuxième raison pour laquelle on va vouloir vous mettre sur des sous-domaines d'envoi et décliner des sous-domaines d'envoi par type d'email que vous allez en produire, c'est pour des facilités de monitoring. Donc, en général, vous allez avoir un sous-domaine, par exemple, pour vos envois transactionnels depuis votre application, un sous-domaine pour vos envois marketing, un sous-domaine pour vos envois de support. Donc, à un moment, si vous voyez une baisse de délivrabilité sur un des sous-domaines, vous pouvez assez facilement, en fait, déduire quelle infrastructure est liée à ce sous-domaine. Imaginons encore une fois que email.votreentreprise.com, ce soit votre domaine marketing. Vous voyez des problèmes de délivrabilité sur email .votreentreprise.com, vous savez directement que c'est sur votre plateforme marketing qu'il faut faire une investigation et regarder ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi est-ce que vous arrivez en spam. D'accord? Beaucoup de questions autour de ça, il y a pas de problème aussi. Le dernier élément sur lequel que je voulais aborder, c'est les blacklists. C'est beaucoup de questions aussi que j'ai en général sur les blacklists. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une blacklist? C'est plus ou moins un répertoire avec des adresses IP, avec des domaines qui vont être identifiés comme envoyant du spam. D'accord. Il y a des centaines de blacklists dans le monde. 98% de ces blacklists sont au minimum inutiles, n'ont pas d'impact. Certaines sont clairement des fraudes, c'est-à-dire qu'elles vont en fait vous lister sur des critères très très aléatoires. Elles vont ensuite vous demander une somme d'argent pour être délistées. Vous allez peut-être être délisté une fois que vous avez payé. La blacklist n'avait pas d'impact avant le délisting. Le fait que vous soyez plus listé n'aura pas d'impact après non plus. Donc on va dire qu'il y a 1 ou 2% des IP, des blacklists dans le monde qui comptent réellement. Une des plus grandes blacklists s'appelle Spamhaus. Je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler. Ils sont basés en Angleterre. Et c'est une des blacklists les plus sérieuses, on va dire, qui fait le meilleur travail. Alors, Spamhaus va lister des IP, va lister des domaines, va lister des ranges d'IP, va lister beaucoup en fait d'éléments, même des liens dans votre email. Et donc du coup, par exemple, Spamhaus est utilisé assez intensivement par Gmail pour prendre leurs décisions sur est-ce qu'ils vous mettent en boîte mail principale ou pas. Voilà. Ok, maintenant je voudrais passer au contenu. On va dire que c'est encore dans la partie assez basique. J'ai appelé ça basique parce que c'est des choses qui sont assez stables, hein. Une fois que vous travaillez sur votre contenu et que vous améliorez votre contenu, ben, vous avez moins de travail à faire de ce côté-là. Donc, trois grandes parties, hein. Premièrement, au niveau des liens que vous avez dans l'email. Les liens que vous avez dans l'email vont être très importants. Vous voulez, premièrement, avoir un lien de désinscription facilement accessible dans votre email. Ça nous arrive pour certains clients qui ont des problèmes avec des taux de spam trop élevés, de devoir même mettre ce lien de désinscription en haut de l'email pour faciliter ce processus et éviter que les gens vous reportent en spam. Il vaut mieux que vous ayez 100 personnes qui se désinscrivent qu'une personne qui vous reporte en spam. Jusqu'à un certain pourcentage, avoir un taux de désinscription, c'est quelque chose de bien, parce que ça veut dire que vous donnez la possibilité à vos contacts de choisir. C'est normal, les intérêts des gens peuvent varier. Parfois, les gens s'inscrivent à des choses et
ils n'avaient pas prévu de recevoir des emails. Donc, c'est très important sur tous vos emails de donner la possibilité de se désinscrire. La deuxième chose, c'est bien sûr utiliser des liens en HTTPS. C'est maintenant un protocole qui est assez accessible à mettre en place. En 2022, bientôt 2023, surtout chez Gmail, avoir des liens en HTTP, ça pose des problèmes. Je ne sais pas si vous avez vu le cas de figure de recevoir des emails, par exemple, qui arrivent en spam. Et au lieu de dire que cet email a été envoyé en spam parce que cette personne a eu des reports en spam antérieurs, vous allez avoir un espèce de gros bandeau rouge qui disent que les liens sont possiblement risqués. Et en général, ça va être à cause de liens HTTPS. Donc, regardez bien dans vos signatures, regardez bien dans toutes les parties de votre email que les liens de destination soient en HTTPS. La deuxième chose, c'est sur la quantité d'images et la quantité de texte que vous voulez avoir. Alors, premièrement, il faut qu'il y ait un nombre de liens et d'images assez raisonnable. Alors, je sais que raisonnable, ça veut plus ou moins rien dire. Si vous avez un email, par exemple, très important comme un password reset, vous voulez éviter de mettre tous vos liens Facebook, LinkedIn, Instagram en bas de cet email qui sert à rien. Essayez de garder l'email le plus simple possible. Alors, je comprends que pour des newsletters, ce soit un petit peu différent, mais essayez toujours d'avoir en tête le minimum de liens et le minimum d'images dans votre email. Plus votre email va être léger à transporter, plus il arrivera en boîte mail principale de façon facile et rapide. C'est exactement comme un colis à la poste. Bon, quand on a de la chance. La deuxième dimension, c'est votre ratio entre texte et image. Évitez d'avoir des images qui sont énormes. N'hésitez pas à utiliser des outils comme TinyPNG pour réduire la taille de vos images en gardant une bonne qualité. Et le but, c'est que vous ayez un ratio entre poids du texte et poids des images qui soit environ 60% poids du texte, 40% poids des images. Pourquoi? Dans les années 2000-2005, les filtres spam étaient basés principalement sur la reconnaissance des mots spam. Donc, si vous envoyez un email à un de vos clients, 3000 emails que vous avez envoyés qui arrivent en boîte mail principale et que vous mettiez un mot qui est considéré comme spammy, c'était possible que vous arriviez en boîte mail principale juste à cause de ça. Donc les filtres spam étaient très très basés sur votre contenu texte. Ce que les spammers ont fait du coup pour essayer de contourner ça, c'est qu'ils ont pris des images et ils ont mis leur texte, ils ont mis leur lien et du coup, il passait entre guillemets les filtres spam qui checkent pour les mots. C'est moins le cas aujourd'hui. Les filtres spam sont capables de lire des images. Malheureusement, c'est pas encore parfait. Donc, évitez les images avec du texte à l'intérieur. Et surtout, quand vous mettez une image, mettez du texte en dessous de l'image pour commenter cette image. Ça permettra au filtre spam de comprendre que, bah voilà, enfin, vous êtes transparent dans votre présentation du contenu de votre email. Les dernières dimensions, ça va être la qualité du code HTML. Bon, je vais pas y revenir en détail, mais si vous envoyez énormément d'emails, vous allez toujours avoir un bénéfice à utiliser un développeur HTML par rapport au drag and drop que certains logiciels d'envoi peuvent vous proposer. Alors le drag and drop, ça marche pas trop mal, hein, c'est pas une horreur, mais il y a toujours des erreurs HTML dans ces drag and drop. Si véritablement vous envoyez des millions d'emails à des fournisseurs qui sont très différents, que le fait que votre email soit correctement vu et correctement analysé par les filtres, par les boîtes mail, pardon, est important pour vous, utilisez un développeur HTML. Vous en remercierez. Dernière chose, vous mettez votre adresse physique en bas de l'email. C'est toujours bon que vous envoyez si vous envoyez en France, je crois que c'est plus ou moins requis par la GDPR. Si vous envoyez dans le monde, c'est aussi très important. Ça permet vraiment, encore une fois, une transparence dans le contenu de votre email. Donc maintenant, on va passer à quelque chose d'un tout petit peu plus avancé, qui est l'étude de votre comportement en tant qu'envoyeur et celui de vos destinataires. Alors, premièrement, ce qui est important, c'est de savoir que le comportement vient de deux choses. Le comportement va venir du fait que vous ayez une base de bonne qualité. Donc, on va en général préférer des bases opt-in, hein, bien sûr, même double opt-in si possible, où les gens ont vérifié leur leur adresse email en cliquant sur un lien. Et on va essayer de favoriser les interactions positives et l'engagement sur votre email. Si vous arrivez à avoir ces deux composantes-là,
une base de bonne qualité qui va être contente de recevoir vos emails et que vous, en tant qu'envoyeur, vous privilégiez les envois sur les ouvrages récents, que vous faites du travail sur votre contenu aussi, bien sûr, que vous favorisez l'engagement, vous allez avoir une meilleure délivrabilité. Il faut comprendre que le filtre spam, quand il reçoit votre email, il va aussi, lui, analyser un petit peu qu'est-ce qui se passe chez mes utilisateurs. Donc, si vous envoyez un email et que vous avez 5% d'ouverture, c'est quand même assez difficile pour un filtre spam de se dire que le contenu est véritablement intéressant. Donc, si votre contenu génère peu d'ouverture pendant longtemps, ça peut vous conduire à arriver plus en spam. Et en fait, du coup, vous êtes dans une sorte de spirale négative où vous avez des taux d'ouverture qui sont bas. Donc, le filtre spam va avoir plus de filtrage. Donc, pour la prochaine campagne, vous allez avoir une plus grande portion de vos emails qui iront en spam. Donc, encore moins d'ouverture, encore plus de filtrage, encore moins d'ouverture, encore plus de filtrage. Voilà. Donc, faites très attention. Un taux d'ouverture en 2022 qui est décent, c'est au minimum 25%. Hein, on pourra en discuter si vous voulez de Apple Mail Privacy Protection, qui conduit en général vos taux d'ouverture à être un peu plus hauts que ce qu'ils sont en vrai. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu de marge par rapport à ces 25%. Donc, pour parler de l'engagement sur vos emails. Donc, qu'est-ce que c'est que l'engagement? Bah, c'est le comportement du coup des destinataires sur vos emails. En général, on va avoir nous des retours sur votre taux d'ouverture unique. Donc, sur un pourcentage, combien de personnes ont ouvert au moins une fois votre email? On va avoir des données sur votre taux de mise en spam. Combien de personnes ont déclaré que cette communication a été ont porté plainte sur votre communication, ont déclaré que c'est du spam. Votre taux de désinscription aussi. Et enfin, une métrique qui est très importante, c'est votre taux de rebond. On appelle ça bounce aussi en anglais. C'est des emails qui sont envoyés par votre serveur, mais qui ne sont pas reçus par le serveur de destination. On va voir, il y a plusieurs types de bounce, il y a plusieurs attitudes à avoir, mais c'est quelque chose que vous pouvez contrôler votre taux de rebond jusqu'à une certaine mesure. Et c'est pas vraiment un comportement de vos destinataires, c'est plus votre comportement à vous. Donc voilà, les bounce, donc les emails non délivrés ou les rebonds, on va les classifier en deux types. On va avoir ce qu'on appelle les soft bounce. Je sais même pas exactement la traduction française exacte, mais on va les appeler les soft bounce. Donc c'est des erreurs qui vont être temporaires. Pourquoi temporaires? Parce qu'on peut régler le problème. Alors, l'exemple le plus parlant d'une soft bounce, c'est quand vous êtes refusé l'accès d'un serveur par rapport à un problème de réputation. En général, par exemple, Google vous dit 550 quelque chose, access denied. Ça veut dire que quelque chose, soit dans votre réputation d'IP, soit dans votre réputation de domaine, ou les deux, conduit le serveur de destination à dire qu'il ne veut pas accepter vos emails. Donc ça, en général, c'est un niveau au-dessus du spam. C'est véritablement quand vous avez des problèmes de réputation qui sont assez importants. On a d'autres types de soft bounce. Vous pouvez envoyer parfois trop d'emails à la fois. Vous pouvez envoyer des emails trop volumineux. Vous pouvez avoir des problèmes d'authentification aussi qui conduisent votre email à être rejeté. Donc, toutes ces soft bounce, ce qui est important de comprendre, c'est que normalement, elles ne devraient pas arriver. Les destinataires existent et c'est à vous de régler le problème, de comprendre, de lire ce code de bounce, de vous renseigner sur quelle est la marche à suivre et du coup de mettre en place des changements pour que cet email ne rebondisse plus. La deuxième partie de ces bounces, donc c'est ce qu'on appelle les hard bounce. Donc ça c'est assez simple, c'est simplement des erreurs dues au serveur du destinataire et en général à 99% ça va être des serveurs qui n'existent plus, donc des boîtes mail qui sont des gens qui ne travaillent plus dans l'entreprise, qui n'ont pas payé leur boîte mail. Ça peut être aussi des boîtes mail pleines. Ça arrive sur certains fournisseurs que ils aient des limites sur le nombre d'emails que vous pouvez avoir dans votre boîte mail. Une fois que vous êtes arrivé à cette limite, la boîte mail n'accepte plus d'emails. Dans ce cas, en général, vous recevez des bounces qui s'appellent over quota sur Gmail. Et donc, en général, quand vous avez un bounce, le comportement, c'est de retirer cet email. Vous pouvez pas faire grand-chose si votre destinataire a mis un mauvais email ou si cette personne n'existe plus dans l'entreprise. On abandonne, entre guillemets, on arrête de les emailer.
Il faut faire très attention avec les outbounds aussi parce que c'est une indication qui peut être prise négativement par les filtres spam si vous en avez trop. Si votre taux de outbounds est de 5%, de 8%, et ben en fait, les filtres spam risquent de penser que vous allez acheter des listes et que vous envoyez à des millions d'emails qui ne se sont jamais inscrits. Et dans ce cas-là, ça peut nuire à votre réputation. Donc, trop de hard bounce, c'est pas bon. En général, un taux de hard bounce acceptable, ça va être quelque chose comme 0,2, 0,3%. Simplement, on ne peut pas avoir 0,0%. Votre base de données va toujours avoir un certain pourcentage de gens qui feront autre chose, qui n'utiliseront plus leur boîte mail. Ça, c'est normal. Par contre, 5, 8, 10%, c'est pas normal du tout. Et ça va vous conduire à avoir des problèmes de délivrabilité parce que votre réputation va être dégradée. Alors, maintenant, je voudrais juste parler assez rapidement du cold emailing. Je pense que c'est une question que peut-être certains d'entre vous, on peut l'aborder si vous avez des questions spécifiques, voilà. Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir avec des problématiques sur le cold emailing. Donc, le cold emailing, c'est clairement la discipline, le type d'email qui est le plus difficile à envoyer et le plus risqué. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez des emails à des gens qui ne vous ont rien demandé, ce qu'est la définition du cold email, vous allez avoir beaucoup d'engagements négatifs. Donc des gens qui ne vont pas ouvrir votre email, des gens qui vont ouvrir votre email, le mettre en corbeille, des gens qui vont simplement vous marquer en spam. Vous allez avoir un engagement qui sera beaucoup plus négatif que si vous étiez en train d'envoyer une newsletter à des gens qui ont dit ah oui je voulais recevoir ce contenu, ou que vous envoyez les confirmations d'achat, je sais pas, voilà, n'importe quel email où les gens en final sign up pour recevoir ça. Donc l'engagement négatif, ça va du coup doucement impacter la réputation du domaine qui va envoyer ces emails. Et c'est pour ça que vous ne voulez jamais faire de cold emailing à travers votre domaine principal. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir avec des problèmes de délivrabilité sur leur domaine principal après avoir fait du cold emailing. Ben oui, parce qu'ils ont eu beaucoup de spam reports et que du coup, le domaine principal, les filtres spam le voient plus comme une entité ayant une très bonne réputation, mais ayant une réputation moyenne voire basse, et du coup leurs emails arrivent en spam. Donc les enjeux, c'est l'engagement négatif, le besoin de protéger la réputation de votre domaine principal. La dernière chose, c'est que vous n'allez pas véritablement bénéficier de coups de main de la part des filtres spam. Ce type d'email n'est pas considéré comme quelque chose de légitime. Vous n'allez jamais avoir de filtres spam qui vont vous dire que les cold emails sont quelque chose de bien. Donc, vous n'allez pas avoir exactement les mêmes leviers d'action que si vous envoyez une newsletter à des gens qui l'ont demandé, que si vous envoyez encore une fois des confirmations d'achat, qui ça sont des emails que les filtres spam vont considérer comme légitimes et pourront vous aider à faire arriver en boîte mail principale. Donc basé sur ces enjeux, 3 bonnes pratiques qui sont les principales. Premièrement, séparez votre domaine principal de ce type d'emailing et utilisez des domaines qu'on va appeler cousins ou des domaines séparés. Alors, par exemple, moi, mon entreprise s'appelle Mailsort. Je pourrais utiliser getmailsort.com, mailsoremail.com, trymailsort.com, n'importe, juste pas mon domaine principal. Essayez toujours d'avoir en tête de séparer ces activités au maximum. La deuxième chose, c'est qu'en général, vous allez vouloir utiliser des boîtes mail corporate. Donc, nous, on préfère Office 365. Nos clients qui font du cold emailing préfèrent aussi Office 365 pour envoyer vos emails. Alors, en gardant des volumes très faibles. Des volumes très faibles, c'est quoi? C'est moins de 150 emails par jour. Et un ciblage très, très précis. Vous voulez pas envoyer 10 000 emails à des gens qui sont possiblement intéressés ou pas. Il vaut mieux envoyer beaucoup moins d'emails à des gens sur lesquels vous êtes sûr qu'ils ont un intérêt, parce que comme ça, vous allez limiter l'engagement négatif et vous allez avoir une viabilité de votre stratégie et de votre délivrabilité qui va être plus importante. Et le dernier point, c'est utiliser des logiciels dédiés. Je vois des gens qui font parfois du cold emailing depuis leur boîte corporate directement, qui font du cold emailing depuis Mailchimp, Sendinblue, voilà. C'est pas une bonne idée. Premièrement, parce que Mailchimp et tout ça n'aiment pas. Ils vont, au minimum, vous mettre sur des IP partagés de très mauvaise qualité, ce qui vont détruire votre délivrabilité. Et au pire, ils vont simplement arrêter de
de vous donner du service, donc ils vont simplement vous sortir de leur parc de clients. Utilisez des logiciels dédiés. Moi, j'en ai mis trois. Bon, je travaille avec aucun des deux, je ne fais pas de pub pour eux, mais simplement, je les connais. QuickMail, Withpaker, SaveLove, c'est trois logiciels qui vous permettent d'avoir de la visibilité sur vos statistiques, de créer vos séquences, en fait, de faire du cold emailing en ayant des statistiques et donc du coup de pouvoir avoir on va dire un processus de décision qui est le plus intéressant et qui est basé sur des faits, plutôt que si vous envoyez à travers votre boîte mail sans avoir de tracking sur vos taux d'ouverture, sur vos taux de clic. C'est un peu difficile de savoir qui est-ce qui est intéressé du coup par votre contenu. Voilà, maintenant je voudrais aborder rapidement les outils que vous pouvez utiliser pour évaluer la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Il y en a 4 plus 1. Le premier que je présenterai, c'est Kickbox. Alors, certains peut-être connaissent aussi MX Toolbox. Les deux font à peu près la même chose. Les deux sont de très bonne qualité. Voilà, moi, j'ai mis Kickbox parce que on va dire que leurs résultats sont plus visuels que MX Toolbox, ce qui me permet de communiquer ça avec mes clients de façon plus facile. Kickbox va vérifier vos authentifications, que vous avez bien votre SPF, votre DKIM, hein, on en parlait de votre passeport et votre carte d'identité. Kickbox va aussi vérifier les liens de votre email, donc est-ce qu'ils sont bien en un HTTPS, est-ce qu'il n'y a pas de lien cassé, et vous allez aussi avoir une vérification de est-ce que votre IP ou est-ce que votre domaine est listé sur certaines blacklists. Encore une fois, 98% on s'en fout, mais 2% peuvent être assez importantes, donc il vaut mieux checker quand même ça au moins régulièrement. Le deuxième Pardon, logiciel que je voudrais... Ouais. pardon Pierre, je me permets de prendre la parole quelques instants simplement pour vous signifier qu'il est 33 et qu'il nous reste 7 minutes devant nous avec une réponse aux D'accord. questions si Ok. possible. Ok, bon, bah, je vais faire très rapidement. GlockApp vous permet de vérifier le placement de vos emails. Vous envoyez un email à une liste qui va vous montrer où est-ce que vos emails arrivent en boîte mail principale ou en spam. Google Postmaster, c'est un outil gratuit. Vous pouvez le setup, ça vous permet de voir votre réputation d'IP, votre réputation de domaine et votre taux de plainte chez Gmail. Microsoft SNDS, qui est l'équivalent de Google Postmaster, qui vous donne après les mêmes informations. Et les derniers outils, n'hésitez pas à contacter les fournisseurs d'accès, donc Orange, Yahoo, Gmail, Microsoft. Ils ont tous des formulaires de contact pour parler directement avec les postmasters. Donc, si vous estimez que vous avez les bonnes pratiques et vous devez être mis en boîte mail principale, n'hésitez pas à les contacter directement. Bon, pourquoi passer par une agence? Ça, on va pas passer dessus. Je vais plutôt prendre vos questions directement. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup de questions, Ben, mais en tout cas, je peux avoir. étant donné votre niveau d'expertise sur le sujet, on comprend pourquoi peut-être passer par une agence telle que MailSource. On a eu effectivement des questions dans le chat, et alors principalement la question de Marion Pazlier, qui est la suivante. Fait-on une distinction entre spam et boîte promotion? Sinon, comment est-ce qu'on se retrouve en boîte promotion? Ça, je suis sûr que j'allais avoir la question. Alors, Marion, Oui, on aura 5 minutes de du coup, plus, hein, Pierre. On nous l'indique dans l'oreillette, on aura 5 minutes de plus parce qu'effectivement, on a commencé en retard. super, parfait. Donc, du coup, Marion, oui, il y a une distinction entre la boîte spam et la boîte promotion. La boîte promotion est considérée comme boîte mail principale. Techniquement, Gmail appelle ça une tabs, donc en fait une classification de vos emails en promotion. Vous avez aussi la boîte sociale. Vous pouvez d'ailleurs en fait vous créer des tabs personnalisés en plus de ça. Alors, la boîte promotion sur Gmail, on a énormément de questions sur ça. C'est en général 80% dû à votre contenu. Ça peut être aussi dû aux autres personnes partageant votre pool d'IP partagé, si vous êtes en IP partagé. Voilà, si vous êtes avec 3000 autres personnes qui envoient beaucoup de mails promotionnels et que leurs emails ont tendance à arriver en boîte mail promo, ben, vous avez plus de chances d'arriver à là. Mais en général, c'est principalement dû à votre contenu. Vous allez avoir peut-être trop de liens, peut-être des images trop lourdes, peut-être votre email en général est trop grand. Donc, si vous arrivez en boîte mail promotion, bon, déjà, vous n'êtes pas en spam, techniquement, vous devriez avoir un taux d'ouverture qui soit assez décent. Mais pour essayer d'améliorer la situation, travaillez sur votre contenu. Essayez de prendre votre email, de le
ça permet de le briser en petits morceaux. Donc, je sais pas, présentation, article 1, article 2, article 3. Faites des tests, donc par exemple avec un outil comme Glockup, qui vous permet de voir où est-ce que vos emails arrivent. Glockup va détecter la boîte promotion ou la boîte mail principale et essayer d'identifier à l'intérieur de ces blocs qu'est-ce qui vous conduit à arriver en boîte mail promotionnelle. C'est pas garanti à 100%, mais on l'a fait pour beaucoup de clients. Le fait de sur leur template stable, donc par exemple leur onboarding, des templates transactionnels très importants qui arrivaient en promotion, on peut arriver à vraiment tester presque du ligne par ligne pour comprendre quel est l'élément qui vous fait arriver en promotion. Très clair. Merci pour cette réponse. Nous avions également une question d'Adeline qui nous demandait s'il était possible de nous redonner la liste des logiciels utilisés pour les calls d'emailing. Vous avez fait une liste, Pierre. Est-ce que nous pourrions Oui, repasser alors dessus peut-être? moi je vous conseille QuickMail, Salesloft, Woodpecker. Je sais qu'on a une belle boîte française qui s'appelle Lemlist aussi, qui fait du cold emailing. Donc voilà, il y en a beaucoup. Mailshake, il y en a beaucoup d'autres. C'est pas qu'ils sont mauvais si je les ai pas mis dans la liste. C'est simplement que on va dire que j'ai un petit peu moins d'expérience à travailler avec ces interfaces. Mais oui, QuickMail, Salesloft, Woodpecker. Merci beaucoup, Pierre. Alors, vous nous avez donné un certain nombre d'exemples de bonnes pratiques, justement, pour ce qui concerne le cold emailing. Et pour éviter de rentrer dans la spirale des taux d'ouverture bas, filtrage spam, moi, j'ai une question qui serait plutôt de cet ordre. Comment faire pour en sortir si on y est déjà dans cette spirale? Eh Est-ce ben, qu'on doit changer de nom de domaine, changer d'IP? en général, changer votre domaine et changer d'IP, ça ne mène à rien, puisqu'en fait, vous allez traiter les symptômes et vous n'allez pas traiter les causes. Euh, Si vous avez des taux d'ouverture qui sont bas, il va falloir que vous essayez de cibler vos ouvreurs récents. Ceux qui ont, malgré votre taux d'ouverture à 5 ou 10%, vous devriez quand même avoir une certaine population qui sont des ouvreurs récents. Essayez, dans vos emails manuels en tout cas, de les cibler, de cibler vos ouvreurs à 30 jours, de cibler vos ouvreurs à 60 jours, 90 jours. Vous pouvez aussi décliner ça par boîte mail. Imaginons que vous arriviez en boîte mail principale chez Gmail, mais que vous arriviez en boîte mail spam chez Microsoft. Eh ben, segmentez votre liste pour avoir que vos Microsoft. Et ensuite, vous les resegmentez, vous dites, je veux mes ouvreurs à 30 jours Microsoft. Et en général, vos ouvreurs à 30 jours vont avoir des taux d'ouverture qui seront 20-25%. Après, ça dépend. Si vous envoyez 5 emails par jour, peut-être que ça va être vos ouvreurs à 3 jours ou à 4 jours. Simplement, vous devez trouver en fait cette espèce euh, de limite à partir de laquelle vous passez au-dessus des 25% d'ouverture en ciblant vos ouvreurs récents. Et donc, en fait, une stratégie, ça va être, ben, je commence pas mes horaires à 30 jours, je fais ça pendant quelques jours, quelques semaines. Les filtres spam vont commencer à comprendre que ben, maintenant j'ai 25% d'ouverture, j'ai plus que 4% d'ouverture, donc mes emails sont plus intéressants. Et donc, du Mhm. coup, vous allez avoir moins de filtrage et ça va vous permettre d'ouvrir un peu ce segment. Vous allez partir de 30 et vous allez mettre 60 jours, par exemple. Et encore une fois, 60 jours pendant quelques semaines, vous récupérez 30-35% d'ouverture, vous passez à 90 jours. Et en fait, c'est comme ça que vous arrivez à élargir vos segments. Et il y aura un moment où vous allez avoir quand même, on va dire, un cut-off. C'est-à-dire que même avec une délivrabilité parfaite, vous pouvez pas envoyer des emails tous les jours à des gens qui n'ont pas ouvert depuis 10 ans, malheureusement. Donc, il va falloir que vous définissiez sur le long terme, bah, par exemple, par rapport à mes pratiques d'emailing, ma fréquence, mon contenu, les gens que je récupère, je peux me permettre de faire un email par jour à mes ouvreurs à 180 jours. Après, les ouvreurs à 360 jours, par exemple, je vais leur faire un email toutes les 2 semaines pour essayer d'en réactiver quelques-uns. Et si quelqu'un n'ouvre pas d'email pendant 360 jours, bah, je lui envoie un dernier email, une sorte de dernière chance. Et s'il n'y a pas d'interaction sur ce dernier email, eh ben, vous arrêtez de l'email, au bout d'un moment, parce qu'il est plus intéressé. D'accord, merci beaucoup pour encore cette bonne pratique. Pour terminer, on a parlé tout à l'heure d'enregistrement de marque, de spoofing. Alors moi, je suis curieux, j'aimerais savoir de quoi on parle ici, qu'est-ce que ça signifie? Le spoofing, c'est quand quelqu'un va utiliser votre domaine d'envoi pour envoyer des emails frauduleux et du coup va en général au minimum mettre le bazar dans votre délivrabilité
et peut potentiellement vous causer des problèmes aussi légaux s'il y a des répercussions sur les emails qui sont envoyés. Alors, le spoofing, c'est quelque chose qui est un tout petit peu technique, mais on va dire que votre enregistrement des marques, le troisième enregistrement dont j'avais parlé, c'est un enregistrement qui va qui va vous permettre de dire au serveur de destination quoi faire avec des emails non authentifiés qui arrivent depuis votre domaine. Par définition, vous ne pouvez authentifier votre domaine avec le SPF et le DKIM que si vous avez des accès DNS. D'accord? Donc, on part du principe que la personne qui va vous spoofer, je l'espère, n'a pas accès à vos DNS. Si elle a accès à vos DNS, on ne peut plus faire grand-chose, malheureusement. Mais, en général, ça va être des gens dans plusieurs pays un peu à risque qui peuvent essayer de faire ça et envoyer, par exemple, des liens pour des PayPal, des trucs en Bitcoin, des machins comme ça. Cette personne n'aura pas accès à votre DNS. Donc, ça veut dire que sa tentative de spoofing, il va par exemple aller chez, je sais pas quoi, SendGrid, Sendinblue, dire que c'est mailsort.com. Bon, très bien. Sendinblue va leur dire, bah, ajoutez les enregistrements SPF et DKIM. Ils vont pas pouvoir le faire. Par contre, vous pouvez toujours envoyer des emails sans enregistrement SPF et DKIM. Ils vont pas être authentifiés. Ils vont sans doute arriver pas mal en spam. Mais encore une fois, ces gens-là, ils travaillent avec la loi du volume. Ils vont envoyer 150 000 emails en espérant que 1500 soient reçus et que 15 personnes fassent la bêtise de cliquer et de cliquer sur le lien et de télécharger la pièce jointe qui peut être néfaste. Donc, votre enregistrement des marques, il dit au serveur des destinataires quoi faire s'ils reçoivent des emails qui sont pas authentifiés depuis votre domaine. Vous avez 3 niveaux de sécurité. Vous avez le niveau 1 qui s'appelle None. Clairement, en fait, vous dites au serveur de ne rien faire si si les emails non authentifiés arrivent depuis votre domaine. Vous avez le niveau 2 qui est le niveau quarantaine. Vous mettez ces emails en quarantaine s'ils sont pas authentifiés. Donc ça veut dire qu'ils vont quand même arriver, mais en général, ils vont être mis en spam. Et le niveau 3, qui est le niveau sur lequel tout le monde, entre guillemets, toutes les marques devraient être, c'est le niveau reject, donc rejeter. C'est-à-dire que vous dites au serveur de vos destinataires, si vous recevez des emails de la part de mailsort.com qui sont pas authentifiés correctement, vous les rejetez. D'accord? C'est important parce que ça veut dire que du coup la tentative de spoofing n'aboutira pas. Et vous envoyez aussi un message au filtre spam que vous êtes extrêmement en contrôle de votre délivrabilité en termes techniques. C'est-à-dire que vous dites, bah, moi je suis tellement sûr que toutes mes sources légitimes d'envoi sont authentifiées que je peux me permettre de rejeter tout ce qui n'est pas authentifié. Et donc, c'est un processus. On met pas en place des marques en reject du jour au lendemain parce qu'on risquerait de couper aussi des sources légitimes qui potentiellement ne pourraient être pas parfaitement authentifiées. Donc voilà, je sais que c'était beaucoup de détails, mais c'est ça Mais le spoofing et c'est comme ça qu'on essaye de s'en prémunir. c'était effectivement beaucoup de détails, mais c'était très clair et je dois vous remercier, Pierre, pour toutes ces informations qui, nous permettront, j'en suis sûr, de gérer, eh bien, nos campagnes mailing, en toute sécurité et en toute délivrabilité, à l'avenir. Merci beaucoup donc, Pierre, pour votre intervention. Je rappelle donc, hein, que vous êtes, dirigeant de Mailsort, fondateur et dirigeant de Mailsort et j'invite, toute personne dans le chat à vous contacter donc pour plus de détails. On va se laisser pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Pierre, pour votre intervention et vous tous Merci Romain. également dans le chat pour vos questions. Nous espérons que vous y avez eu les réponses espérées.